Les 5 chansons de... Dans l'épisode d'aujourd'hui, The Rolling Stones. Santé. Bonsoir Maxime. Bonsoir Daniel. Comment vas-tu? Bien. Eh ben, on se retrouve encore une fois chez Maxime pour notre podcast Les 5 chansons de... Les 5 chansons de, que vous trouvez sur plusieurs sites. Vous les trouvez sur les5chansons.wordpress.com. 5 chansons 5 En chiffres. et au pluriel bien sûr. On nous trouve sur Instagram les 5 chansons 5 En chiffres. et vous nous trouve facilement sur YouTube si on crie les 5 chansons de podcast, les 5 chansons de podcast. Et donc vous y écoutez peut-être maintenant notre 6e épisode. Et du coup, ça devient intéressant parce que ceux qui suivent le podcast, nous avons une liste, une pochette chacun de 5 disques remplis. Cette pochette remplie qu'on mène sur l'île déserte. Et aujourd'hui, on a donc la possibilité d'en virer un 45 et en mettre une autre chanson. Hein. Oui. Donc, si jamais vous êtes intéressé par cet épisode qu'on vous propose aujourd'hui, peut-être on va rapidement dire qui c'est. Est-ce que tu veux donner un indice? Un indice, je l'ai toujours mal. Un groupe que j'écoute avec satisfaction. Ah, beaucoup de satisfaction. Oui. Voilà. Bon indice là. Moi, je me suis noté plusieurs choses. Donc, on va traiter un groupe dont le chanteur Fayotte et court de droite à gauche sur scène. Un guitariste qui a juste 5 cordes souvent sur sa guitare en Open G. Un bassiste, au moins à l'époque dont on parle, qui a sa manche devant les yeux pour pas avoir la lumière dans les yeux, pour mieux voir les filles dans le public. Qui est-ce qu'on a oublié? On a un batteur qui suit plutôt le guitariste que le bassiste, et qui aussi fait toujours que tape 3 fois sur la hi-hat pour les 4/4. Oui. Hein, parce qu'au lieu de faire il fait mais plus tard, je crois. Et un guitariste avec un visage d'ange. Oui. Avec un visage d'ange. Donc, qui avait un visage d'ange parce qu'il n'est plus. Donc, on parle des Rolling Stones. Des Rolling Stones, mais pas des Rolling Stones en entier. Non. On parle que de la période Brian Jones. Pour commencer, on va donc faire 3 épisodes sur les Rolling Stones parce qu'ils ont un catalogue si épais de chansons et aussi un changement de style en quelque sorte, ou pas de style, c'est tellement vaste avec leur presque 60 plus... Ouais, 60 ans de carrière. 60 ans de carrière. Ça y est, c'est passé. Quand on les coupe dans les 3 guitaristes qui en accompagnaient, en quelque sorte, Keith Richards sur scène. Donc on va faire un épisode Jones, un épisode Mick Taylor et un épisode Ronnie Wood. Et là on commence avec Brian Jones. Brian Jones.
Le fondateur des Rolling Stones. Le fondateur, certains le disent comme ça. Bill Wyman et Ian Stewart ont dit que lui, il était le fondateur des Rolling Stones. Hein. Oui. Même si Mick Jagger et Keith Richards se sont retrouvés en tant qu'amis d'enfants, qui ont commencé à faire de la musique un peu ensemble. Après, ils se sont tous retrouvés la première version des Stones. Donc, pour le principe des 5 chansons, comme d'habitude, on prend la numéro 1 sur Spotify. Oui. Maxime m'a soumis 2 chansons. Et Daniel m'a soumis 2 chansons. Exactement. Et comme d'habitude, il n'y a pas de règle pour la soumission. C'est un choix personnel, un choix du moment parfois. Chacun choisit ce qu'il veut sans qu'il soit dans une contrainte des règles qui disent il faut soumettre ci ou ça. On le fait comme on veut et c'est un choix 100% personnel. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas choisi en fait en évitant des fois les morceaux les plus évidents des groupes? Ça nous arrive surtout pour les Stones. De toute façon, ça va nous arriver. J'ai quand même, pour les Stones, je peux dire, c'est peut-être dans tous les épisodes qu'on a fait, le groupe que je connais le plus, le mieux, j'ai la plus longue histoire et la plus profonde histoire. Et j'ai aussi fait certains choix qui étaient, parce que Maxime était plus vite que moi, oui, à mettre ces 2 chansons. Oui, mais bizarrement, je m'aperçois que je les connais pas si bien que ça. Oui. Et c'est peut-être pour ça que c'est intéressant. Donc, disons que mes choix des 2 chansons étaient quand même un tout petit peu basés sur les tiens, c'est-à-dire j'aurais peut-être pris autre chose pour avoir un autre, pour avoir un mélange, le mélange qu'on propose aujourd'hui. En parlant d'abord, si vous êtes sur YouTube, allez dans la playlist que j'ai créée pour cet épisode, l'épisode 6 des Rolling Stones, Brian Jones, et écoutez justement les 5 chansons avant d'écouter ce podcast. Ou sur Spotify. Ou sur Spotify, sur la playlist que vous trouvez aussi toujours marquée sur notre Instagram et Twitter. Et aussi, faites-vous plaisir, écoutez les 5 chansons d'abord. Donc Spotify et YouTube, on a des playlists où vous faites toujours un break et vous écoutez les chansons toujours au moment où on en parle. Où on en parle. C'est vous qui voyez, comme on dit. Dans la gare. À la gare. Et à la gare, oui. En parlant de gare, oui, on parlait de... Gare à vous. De cette rencontre de Mick Jagger et de Keith Richards. À la gare de Dartmoor. Ouais. Je sais plus. Légende ou... À la légende. Donc, Mick Jagger raconte l'histoire qu'il connaissait Keith déjà en tant que tout enfant et Keith se promenait toujours avec un outfit de cowboy. Ah oui. Dans son voisinage, où les gros oreilles sortaient sous le chapeau. Et après, ils se sont perdus de vue. Et ils se sont revus à une gare où Mick Jagger avait plusieurs disques sous le bras, oui. importés des États-Unis, comme, et je l'ai même noté, Muddy Waters, Chuck Berry, par exemple. Il y avait Big Joe Turner ou... Je sais pas, peut-être Rockin' at the Hops. Je peux pas dire en détail, mais bon, ils se sont retrouvés là. Et vu qu'ils ont un amour en commun, et c'est le rhythm and blues. Peut-être on dit rapidement les 5 titres ou... Ah oui. Qu'est-ce que tu en penses? Donc le premier morceau, le morceau le plus écouté sur Spotify. Ou en tout cas ceux qui mettent avec leurs paramètres en numéro 1, parce qu'on a vu que parfois il y a c'est Painted Black. Painted Black. Maxime, toi tu m'as soumis 2 chansons. Ça m'étonne pas. Et oui, c'est le principe. Play with Fire et un autre morceau qui est 2000 Light Years from Home. Un magnifique choix. Merci. Et donc toi, tu as donc écouté Something Happened to Me Yesterday. Oui. And Stray Cat Blues. Oui. Voilà. Et oui. Choix plus étonnant. Mais et moins évident peut-être, mais... Quel choix est plus étonnant pour toi? Stray Cat Blues et Something Happened to Me, je connaissais pas.
ce morceau. Les deux ou... Non. Non. Something Happened to Me, c'était vraiment une découverte. Donc, Je t'expliquerai plus tard pourquoi je l'ai choisi. Oui. C'était très difficile pour moi cette fois-ci. J'aurais pu choisir oui. une vingtaine de chansons. Oui, parce que là, en fait, en parlant de la période 62-69, Oui, c'est ça, on m'a parlé de ça, 62, je pense que 69. même s'ils publient leur premier disque, c'est quoi, 64, 63, 64 Je peux pas te dire. 64, c'est peut-être un peu tard. Ouais. Sur 62, ils ont commencé. 63 ou 4, il faut regarder le Et premier. donc, ça fait combien d'albums? C'est beaucoup, quand même. Je crois qu'ils ont 25 albums, et en plus, ils ont des albums différents. Oui. Parce qu'il y avait toute une époque, jusqu'à Satanic Majesties, qui était le premier qui est paru partout pareillement. Oui. Mais ils ont toujours, en fait, c'était encore les années des singles aussi. Donc, ils ont sorti un album en Royaume-Uni. Oui. Après, ils ont sorti quelques singles qui marchaient bien. Et quand ils ont sorti le même album aux États-Unis, ils ont ajouté quelques 47 qui étaient juste sortis en single. Hein. C'est quelque chose qui se faisait plus dans les années 70 et plus tard. Mais donc, on a toujours on a un album Aftermath USA, on a un album Aftermath UK, et on a ça pour presque chaque album. Oui. Je pense que Satanic Majesty était le premier album qui est sorti de façon pareille partout. Ok. Ouais. Ok. Donc, je crois 25 albums au moins de studio. Ouais. Je ne les ai pas comptés, mais à peu près. Mais on devrait être à peu près là. Ils avaient un fort rythme quand même au début. Hein. Et ouais. Alors, je vais te poser la question, en fait, de quand ta rencontre avec les Rolling Stones? Il faut parler de deux moments différents. Les Rolling Stones ont toujours été à ma maison. Ils ont toujours été à ma maison pour la simple raison que mon père raconte jusqu'à aujourd'hui, et encore pour longtemps, on espère, son anecdote de 1964, dernier concert des Rolling Stones dans leur tournée de l'Allemagne, dans l'amphithéâtre à Berlin, Waldbühne, qui est juste à côté du stade olympique, où moi-même j'ai déjà vu plein de concerts. Je sais pas, Dire Straits, j'ai vu, on va pas aller dans les détails de ce que j'ai vu, et la Waldbühne était un amphithéâtre donc fait pour les Jeux olympiques 36, comme le stade olympique à Berlin est toujours aussi pour 36. Je crois que c'était fait à la base pour la boxe. Et elle était entièrement détruite par les fans de Rolling Stones, parce que les Rolling Stones sont venus, toute la jeunesse de Berlin s'est retrouvée dans cet amphithéâtre qui a, je crois, 20 000 personnes à peu près. C'était un des premiers concerts, et à l'époque, les Rolling Stones, c'était les grands méchants qui sont arrivés. Il y avait la police à mort, et il y avait toute la jeunesse dans cet amphithéâtre. En plus, il y a des gens qui sont allés dans l'amphithéâtre sans billet, donc il y a encore plus de monde. Et les Rolling Stones, ils ont joué je sais pas, 25 minutes. Ouais. Ou 30 minutes, et après ils sont partis. Et du coup, ça a déjà créé un peu de tension. Et en plus, pour calmer les tensions, la police a éteint la lumière pour une vingtaine de minutes. Et donc ça, quand ils ont rallumé là, ça a commencé avec tout. Donc en fait, l'amphithéâtre était entièrement détruit. Il était après refait, quelques années après, il était entièrement détruit. Ils sont allés dans les RER, la jeunesse. Mon père me raconte toujours, il a vu un copain qui était toujours tout calme, qui a cassé tout l'intérieur du wagon RER. Donc la jeunesse berlinoise, ouest berlinoise, était en folie. Donc mon père est un fan de la première heure. Donc il était à ce concert. Il était à ce concert, oui, Ouais, il y était. Il faisait partie de cette foule-là. Je ne sais pas à quel point il a détruit les choses. Il est quand même un homme assez raisonnable, mais bon, il avait 16 ans, 64. Et il y était. Et chez moi, à la maison, il y avait toujours déjà des Stones. Il y avait les Stones et Pink Floyd à gogo. Hein. Et moi, donc j'étais toujours un peu configuré Stones. Et moi, mon entrée, c'était un album qui est plutôt considéré un album pas très intéressant, c'est Steel Wheels. Oui. 1989.
Mais tout pareil pour moi. Avec la vidéo Mixed Emotions, Ouais. hein, les Rolling Stones sont remis après une petite pause et un peu de bagarre entre Jagger et Richards, et des projets solo. Je pense que c'était avant le premier projet solo. Et Steel Wheels, c'était avec Mixed Emotions, même si c'est plutôt presque une single pop. Moi, j'ai toujours un cœur pour cette chanson, Mixed Emotions. Et là, ils sont entrés dans mon sentiment musical, Ouais, dans ta culture. dans ma culture. Ouais. Et toi, c'est pareil du coup. C'est où est-ce que toi, tu as découvert des Stones, comment et où? Moi, en fait, sans avoir eu de disque à la maison, en fait, parce que mes parents avaient pas de, tu vois, par exemple, pas de platine vinyle, juste un radiocassette et quelques cassettes. Mhm. Et il n'y avait pas de disque des Rolling Stones à la maison, mais je pense avoir entendu ça, oui, à la radio. Je me souviens aussi surtout vraiment très très petit, en fait, que dans une chanson, en fait, le chanteur citait Satisfaction dans un morceau de Laurent Voulzy. Je sais pas si tu connais Laurent Voulzy. Absolument pas. Ouais, donc c'est un chanteur, je pense, guadeloupéen. Et donc le bon copain d'Alain Souchon. Et donc il a un morceau qui s'appelait Rock Collection, dans lequel en fait il revient sur les années 60, sur sa jeunesse et sa découverte des groupes anglais. C'est Donc, une chanson. Ouais. Non. Et en fait dans la chanson, il reprend comme ça des refrains de morceaux célèbres, dont Satisfaction. Donc c'est comme une citation dans des citations Oui, des grands exactement. morceaux de rock. Ouais, c'est une sorte de... Mais il le fait en français du coup. Oui, parce qu'en fait, il dit, en fait, avant le refrain, en fait, où il reprend le riff de Satisfaction, il dit et les cailloux roulaient, voilà, et les cailloux chantaient, un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Et puis là, en fait, ça attaque sur la chanson des Rolling Stones. D'accord, ok. Donc ça, en fait, j'ai le souvenir d'avoir entendu ça en étant petit. Je pense de l'avoir chanté un peu à tue-tête comme ça en étant gamin. Et puis je pense que dans les années 70, fin 70, 78, à l'époque je pense de Miss You. Oui. Voilà, ça a été plus matraqué sur les radios. Et j'ai plus pris conscience en fait des Rolling Stones à ce moment-là. Donc voilà, mais moi c'est pareil. J'ai dû écouter Steel Wheels, en fait c'est le premier disque que j'ai acheté d'eux. Ce que je peux dire ici anecdotiquement, que c'est Maxime, il a trouvé un puzzle avec la couverture de Steel Wheels récemment qui m'a donné un cadeau. Oui. Donc je vais m'en occuper. C'est un puzzle. Un puzzle. Après, il ne se passe pas grand-chose sur cette couverture. Elle est très simple. C'est juste des rouleaux qui roulent l'acier. Oui, Steel Wheels, c'est ça. C'est plutôt difficile comme puzzle. Oui, parce que oui, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de références. Bon, après, avec cet album-là, Steel Wheels, il y avait toute une collection que moi, je commençais à mettre en route. Je me suis acheté l'album Flashpoint, qui était l'album accompagnateur de la tournée de Steel Wheels, Steel Wheels Urban Jungle, comment elle s'appelait, la dernière tournée avec Bill Wyman. Donc j'ai eu ça en vinyle, je l'ai toujours d'ailleurs. Et j'ai aussi développé une obsession avec Keith Richards à un certain moment, avec cette coolitude de ce guitariste qui était juste... excuse-moi, qui pour moi était juste magnifique, ce mec. Il était d'une autre planète avec sa façon de chanter, avec ses spasmes qu'il a. Et j'avais donc même sur un poster dans ma chambre qui était d'un caricaturiste qui s'appelle Sebastian Krüger, je crois c'est un Allemand, qui a fait plein de caricatures sur Keith Richards et des Stones en général. Et j'avais un grand poster avec Keith, avec son nez et tout, tordu et tout ça, avec la clope dans la main, bien évidemment. Et pour moi, très longtemps, Keith Richards, c'était l'absolu du cool. Et en quelque sorte, il est toujours, parce qu'il vit toujours
son truc. Bon, je le trouve moins cool qu'ils prennent 250 € pour les billets de leur dernier concert pour voir les mêmes morceaux joués en 3/4 de vitesse originale. Mais bon, ça, je trouve un peu moins cool, mais néanmoins, c'est un mec qui m'a fasciné dans sa façon d'être. Je peux même pas vraiment le définir pourquoi. Non, c'est vrai que sur les photos de l'époque, enfin dans les magazines de rock, effectivement, tu as différentes périodes en fait. Ouais. Mais c'est surtout le Richard des années 70 qui est... Où on est dans la décadence. Voilà, c'est ça. Mais... Dans la décadence et plus, dans la consommation diverse. Et plus si affinité, parce que là, faut... Oui. Après, c'est un guitariste unique, donc c'est un guitariste qui a ses forces. Il a aussi quelques faiblesses, mais ça c'est autre chose. Ça se voit plus tard. Mais il a sa façon de faire le open G et de travailler avec les guitares, c'est quand même c'est fascinant. C'est juste qu'il pourrait laisser les solos généralement toujours au deuxième guitariste et se concentrer sur les licks et les riffs et son open G et tout, parce que ça c'est tout magnifique. Hein, ça c'est musicalement parlant. Hein. Oui, en fait, je pense que c'est le guitariste rythmique par excellence. En fait. Oui, c'est ça. Je pense que c'est sa main droite qui fait l'essentiel du boulot. C'est ce qu'il dit, mais parfois il faut quand même un peu s'entraîner avec la main gauche aussi. Ouais. Keith Riffhart, était son surnom. Mais non, mais j'ai toujours adoré Keith Richards. Hein. Donc, ouais, c'est pas étonnant en fait. Enfin, moi j'étais assez étonné de voir que quand Pirates des Caraïbes est sorti, Johnny Depp était en train de revendiquer que son personnage était calqué sur Keith Richards. Mais c'est vrai qu'avec toutes ces breloques et ces bagues et ces bracelets, et ces toujours la bague en tête de mort. En tête de mort. Hein. Ouais. Et surtout un bracelet, il a un espèce de bracelet avec des espèces d'anneaux qui moi me fascinait quand j'étais jeune. C'est quelqu'un qui vit une vie de musique et rock'n'roll depuis plus que 60 ans. Donc, et il incarne toujours quelque chose. Malgré toute la commercialisation de la chose, c'est quand même un musicien par excellence, quelqu'un qui vit la musique. Ouais, qui est toujours crédible. Et moi, je regrette beaucoup parce que je suis aussi un grand fan de ces disques solos, surtout le disque, le deuxième, je crois que c'est Main Offender, ou c'est le premier, le deuxième solo. Et il y a quelques concerts que tu trouves sur YouTube de cette époque-là, de ces albums solo, et j'aurais bien aimé de le voir sur scène solo aussi, à cette époque-là. Moi, j'avoue que sur cet album Steel Wheels, bon, même si c'est pas la période qui nous occupe, j'aimais vraiment bien les morceaux qu'il chantait. Oui. Ça, c'est une autre chose, j'adore ces chansons. Et d'ailleurs, ça vaut le coup, parce que je crois, presque particulièrement aujourd'hui, ils ont un système où quand ils font des albums, Jagger arrive avec ses chansons, Richards arrive avec ses chansons, et il existe plein de prises alternatives où c'est Keith Richards qui chante des chansons que à la fin, sur l'album, c'était Jagger qui les chante. D'accord. Si je peux donner un exemple, l'album de 1997 ou 18, Voodoo Lounge, le premier single était Love is Strong, avec une vidéo, il se promène en géant à New York, je ne sais pas si ça te parle. Et en fait, il existe une version qui a chanté Keith Richards aussi. Et elle est sur YouTube et elle a son charme aussi. Hein. Et j'ai toujours été, oui, il faut le dire aussi, et on va en parler de toute façon quand on va rentrer dans les chansons. Ouais. Mais j'ai toujours aussi adoré son chant, même s'il a une voix qui avec les années s'est dégradée un peu. Mais ça fait presque partie de son charme aussi. Parce que lui aussi, il est allé d'une voix d'ange à une voix un peu cassée, extrême. Mais j'ai toujours adoré ses chants aussi, comment il fait. Ouais, ça tient la route. Oui, plus que ça, ça tient la route. Ouais. Donc on revient en 1900. Oui, un tour en arrière. 66, parce qu'on va parler de la première chanson, Paint It Black. Ouais, Paint It Black. Paint It Black.
Bon, on va parler de ce groupe-là. Ian Stewart appelait ce groupe. On va parler de Ian Stewart peut-être. Ça te parle? Oui. Il les appelait My Little Three Chord Wonders. Mes petits prodiges, mes petites merveilles à 3 accords. Quand il était plus dans le groupe, mais il faisait toujours sur scène la musique et il était roadie après. Oui. Ils l'ont viré. Donc, on va parler de ce petit Three Chord Wonders avec Painted Black. Donc, allez, si vous voulez, maintenant dans les playlists YouTube ou Spotify pour écouter Painted Black et revenez. C'est bon? C'est bon. Allez. Alors, Nous, on l'a écouté. on a écouté un boucle. Eh ben, C'est sorti en single 1966. Oui. C'est justement un de ces exemples-là qui se retrouvait sur la version USA de Aftermath. oui. Il n'est pas sur la version anglaise. Ouais. Et entre les deux sorties, c'est sorti en single. Apparemment, on n'a pas cru que ça devienne un grand succès. Oui. Et c'était un grand succès. En plus, il l'a mis sur l'album de Aftermath. Alors, qu'est-ce que tu dis sur cette chanson? En fait, déjà, j'étais étonné que ça soit la plus populaire ou la plus écoutée sur Spotify, parce que je me serais attendu à ce que Satisfaction soit en tête de liste, logiquement, ou même Jumpin' Jack Flash, Oui. et pas du tout. Alors, je me posais la question de savoir pourquoi Painted Black, finalement, arrivait en premier. Peut-être parce que elle est souvent citée dans les films Dans les films du Vietnam, par exemple, du Vietnam. c'est dans le générique de fin de Full Metal Jacket. Ouais. Et tu les trouves. C'était le générique même d'une série sur le Vietnam Oui. en 87. Donc, je fais la recherche qui s'appelait Tour of Duty aux États-Unis. Ouais. En allemand, c'était Nam Dienst in Vietnam et l'enfer. Attends, l'enfer du devoir. En D'accord. français, où c'était le générique de la série. Bon, c'est pas ça, mais on la retrouve parfois repris. Mais tu voulais dire autre chose, tu l'as retrouvée. Il me semble qu'on l'entend dans le film V pour Vendetta, à la fin. Je sais pas. Ouais. Peut-être, ouais. Donc, Bon, il se peut qu'il y a des croisements Ouais. avec d'autres médias et des gens qui ne sont pas forcément Rolling Stones qui l'écoutent pour ces raisons-là. Une Mais chanson donc- connue, oui. mais donc, oui, enfin, évidemment, là, on est en pleine période de Brian Jones, puisque Painted Black, elle resplendit à cause du sitar. Oui, Enfin, c'est ça. Voilà, C'est ça qui la diffère. Ouais. Oui, oui. Et une des premières utilisations du sitar dans un morceau Oui. de rock. Oui, et aussi sorti en single. Parce que les Beatles l'ont peut-être déjà fait, mais pas sorti en Pas sorti en single. Pas sorti en Non, single. Je pense que c'est la premier morceau enregistré, c'est sur Rubber Soul. Tu le Et sais donc, mieux que ouais, moi. et c'est un morceau de George Harrison. Et ça devait être Bien en sûr. 65, Mhm. mais pas sorti en single. Oui. Donc là, c'était pas vu comme quelque chose qui peut avoir du succès. Mm. Et effectivement, c'est un single Jagger Richards Oui. qui se sont mis. Ou d'ailleurs, pour un certain temps, je ne sais pas si tu as remarqué, pour un certain temps, c'était Jagger Richard sans un S et parfois Jagger Richards. Ah oui. Je crois qu'il y avait un truc avec le père qu'il voulait se distinguer un peu. Et il y avait tout au début, il était Richards. Après, il était pour un certain temps Richard. Ah ouais. Et il est redevenu Richards à un moment. Bon, ça c'est anecdotique, mais on peut voir ça dans les crédits d'écriture. Et ce qu'ils se sont mis à écrire enfin des chansons, parce que leur manager Andrew Oldham leur a dit, si vous voulez juste reprendre des morceaux de blues, à un moment votre succès va s'épuiser. Oui, oui. Et qui leur a dit, allez, peut-être un peu un an plus tôt, 64-5, a dit, écoutez, commencez à écrire vraiment vos chansons à vous, Jagger et Richards. Ils ont fait avec The Last Time et toutes ces chansons. Donc c'est crédité à Jagger Richards. Hein. Oui. C'est la première fois depuis longtemps que j'ai écouté Painted Black. Et oui. C'est pas une chanson que je mets. Que je mets, pas j'aimais, mais je Oui, mets. oui, oui. Souvent, quand j'écoute les Stones. De toute façon, Alors moi, c'est une chanson que j'aime beaucoup, mais que j'écoute pas
très très souvent non plus. Et je dirais que cette première période des Rolling Stones, c'était pas une période vers laquelle j'allais vraiment beaucoup. Toi, personnellement, Oui. tu irais dans quelle période? 70 hein? Ouais, vraiment le début 70. Oui, Gimme Shelter, Ouais. Honky Tonk, Avec Sticky Fingers. Sticky Fingers, Exile on Main Street. Ouais. Ouais. Mais et parce qu'ils ont commencé par des albums remplis comme ça de reprises de blues et de Oui. Ah oui, ça je veux dire. rhythm and blues. Moi aussi, quand mes parents ont découvert ou mon père a découvert que je développe un amour pour les Rolling Stones, ils m'ont acheté un truc, c'était un truc inofficiel. C'est quelqu'un qui a dû le bricoler comme ça, presque comme un bootleg, mais un bootleg des premiers albums où il y avait que ces reprises de blues plus ou moins dessus. J'ai eu ça comme cadeau pour la Saint-Nicolas, parce que voilà, je suis allemand, donc du coup la Saint-Nicolas, ça se fête. Et j'ai eu ça comme cadeau à un moment avec tous ces reprises. Mais effectivement, c'est un groupe qui s'est basé principalement sur les reprises. Hein. Oui, sur l'amour de la musique nord-américaine. C'est ça. Et après, juste avec leurs propres chansons, ils ont réussi après à persister et aller sur un chemin plus loin. Oui, le chemin qu'on connaît, Ouais, qui n'est toujours pas fini d'ailleurs. Hein. Oui, à transcender ce côté, comment dire, de reprise. Moi, c'est pas une chanson que je mets, et c'est aussi une chanson que je vais pas le dire, mais c'est une chanson pour longtemps. Je peux dire que là, la préparation à ce podcast m'a un peu réconcilié avec cette chanson. C'est pas que je l'aimais pas du tout, mais c'est une chanson dont moi j'en avais un peu marre. J'en avais un peu marre parce que je l'ai tellement entendu aussi, parce que ça fait aussi maintenant depuis au moins 89 qu'il le joue à chaque concert sur scène. Hein, avec la sitar, avec la guitare, Keith Richards l'a fait à la guitare avec Capodastre et très très bien, mais pour moi c'est un peu le morceau de quand tu vas dans un concert des Stones ces dernières années, tu as un public qui je veux dire un peu, sans être méchant, c'est un peu des fans de Rolling Stones superficiels. C'est pas un vrai fan des Rolling Stones va au concert pour écouter, pour entendre des chansons qu'il a jamais entendues en live ou rarement entendues en live. Et tu as un autre troupeau de fans qui vont pour écouter Miss You, Painted Black, Brown Sugar, Sympathy for the Devil, donc qui écoutent Satisfaction, Jumping Jack Flash, Start Me Up. Ouais. Et ces chansons, en fait, honnêtement, parce que j'en ai écouté tellement, j'en peux plus. Je veux écouter en live, je veux écouter des choses qui sont nouveaux. Oui. Je les ai vus la dernière fois d'ailleurs. Ils ont toujours fait ça, ils ont toujours quelques pépites où tu dis, ah, ça c'est bien d'entendre ça. Je suis allé 2006 au Stade Olympique de Berlin, justement. C'était mon dernier concert où il n'y avait pas une que j'ai déjà entendue 1000 fois en live. Ça, c'était un peu décevant. Parce qu'il n'y avait rien de nouveau. En fait, ils ont maintenant un espèce de programme qui est assez fixe. Tu peux toujours dire, il y a la petite chanson Richards, et après c'est Sympathy for the Devil. Après, ça va vers la grande finale, Brown Sugar, Jumping Jack Flash, ou des trucs comme ça. Et Painted Black faisait partie de ces standards, et moi, je m'en lassais un peu. C'était pas pour moi le plus intéressant. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Mais là, pour le fait, je l'ai réécouté l'original, que j'ai d'ailleurs pas écouté souvent. J'ai peut-être entendu plus en live qu'en original. Et ça m'a... Je l'ai écouté avec un peu d'autres oreilles aussi, et ça m'a un peu réconcilié avec cette chanson. Surtout, oui. Oui, parce qu'elle a un côté vraiment... Enfin, c'est dur à dire, mais fragile. Parce que fragile et... Dans le chant aussi, d'ailleurs. Oui. Très bien interprété. Ouais. Et... Oui, il la chante bizarrement, en fait, pour un mec qui interprète. Oui, mais vraiment triste, vraiment avec du chagrin dans la voix aussi, non ? Qui est en pleine dépression, en fait. Oui, c'est ça. Et quelqu'un qui voit les choses en noir, qui veut... En fait, qui est en plein flower power, je pense, en plein été...
presque, Ouais. c'est presque Ça déjà. commence, ça Ouais, commence, ça tout commence. doucement. Mais déjà, les gens commencent à avoir des habits multicolores, on va dire. Oui, oui, oui. Mais qu'il y ait cette image-là, en fait, que les filles avec Leur robe d'été. leur robe d'été, Mhm. et que lui, il peut pas les regarder parce qu'il est vraiment trop dans la noirceur. Oui, absolument. Alors que musicalement, je me suis marqué quand même tous en forme. Je trouve chaque instrument est vraiment en forme dans Oui, ce oui. morceau. Donc, la sitar de Brian Jones, tu as Keith qui fait à la fin un espèce de boléro avec Oui, la mais dam, c'est- tadadadam, tadadadam. Une basse il fait Bill Wyman, il fait ses slides sur la basse. Oui, oui. Vous. C'est une basse qui vrombit, en fait. J'ai l'impression d'entendre un moteur. Alors, c'est assez drôle d'entendre un bassiste comme ça imiter une sorte de presque d'onomatopée, mais Un bon bassiste d'ailleurs, hein, vraiment Ouais, ouais. un bon bassiste. et le final de ce morceau qui commence à s'emporter et qui devient de plus en plus intéressant où vu Oui. que la musique s'emballe, Oui. voilà, ça la réhabilite. Et effectivement, je pense qu'en concert et aujourd'hui, elle a plus ce Elle est forte. côté Oui. ou bancal ou fragile ou aussi. Non, c'est joué comme un hit voilà. lambda, mais c'est très dynamique. D'ailleurs, je mis là, et regarde, je l'ai même écrit en métal. J'ai écrit métal parce que je me suis aussi rendu compte de la vitesse de cette chanson. Elle a un battement par minute Ouais. qui est plus élevé qu'Enter Sandman ou un truc de Metallica parfois. Hein. À la fin elle est super rapide Oui, cette oui, oui. chanson Ok. quand même. Hein. Donc en BPM, hein, je sais pas comment vous dites, battement par minute ou c'est pour le Ouais, bon. ouais, c'est ça. Et oui, donc vraiment super dynamique avec des castagnettes. Oui, et- je sais pas ce qu'ils cherchaient à faire en fait avec cette chanson. Je crois qu'ils hésitaient en studio. C'est parti, je pense, d'une espèce de bœuf ou d'idée de qui? De Wyman? D'ailleurs, Wyman se plaint un peu parce que les Rolling Stones, ils avaient, en fait, tout au début, ils avaient 3 phases de compositeurs. A, ils ont repris. Et B, il existe un pseudonyme qui s'appelle Nanker Felch, Oui, qui était leur pseudonyme de groupe. oui, En fait, je crois Felch était quelqu'un qui vivait dans le même appartement à Edith Grove à Londres avec Oui. eux. Et un Nanker, c'est un espèce de grimace ouais. que tu vois parfois sur les photos. Ben, je vais le mettre sur Instagram dans les prochains jours, où en fait, il pousse le nez vers le haut Ouais. et tire les yeux vers le bas. Et ça, c'est un Nanker. D'accord. Et toutes les compositions de groupe qui n'étaient pas attribuées à un ou un, parfois c'était aussi des vieux chansons de blues juste un peu transformées. Ouais, je vois vieilles Brian chansons. Jones avec Oui, cette, tu le vois, cette ouais, grimace. ça, c'est un Nanker. Et à force de le faire, son nez est resté comme ça. C'est Non, c'est pas vrai. c'est ma grand-mère qui disait, C'est pas si vrai. tu louches, et l'heure fait Attention, tu vas rester comme ça. Ouais, c'est comme ça. Et ils ont fait ce pseudonyme pour les compositions de groupe. Et au début, c'était donc les 6, d'ailleurs, avec Ian Stewart inclus, qui a eu quelques crédits aussi. Donc au début, ce Nanker Felch était tous. Mais Bill Wyman se plaint parce qu'il dit ça aurait dû être un Nanker Felch, donc une composition de groupe. Parce qu'il dit c'était quand même Brian. Et tout le groupe, qui est déjà Brian, c'est le thème à la sitar. Et tout le groupe qui l'ont composé, c'était après crédité à Jagger Richards. Eh oui. Oui, dans les crédits chansons, excuse-moi, elle est créditée Jagger Richards. Et d'ailleurs, c'est un reproche qu'on entend de temps en temps, surtout de Bill Wyman, qui d'ailleurs dit, c'est lui qui a fait sur le piano Jumping Jack Flash. Bill Wyman donc réclame Jumping Jack Flash pour lui. Et aussi, même quand Ron Wood est arrivé, il y avait quelques chansons qui l'ont carrément... c'était toujours Jagger Richards, alors là, ils n'étaient pas tout à fait d'accord, mais ça, c'est bon. Ça, pour nous, on s'en fiche un peu, mais... donc, ça aurait dû être un Nanker Felch, mais c'est un Jagger Richards. Et beaucoup de groupes ont eu ces problèmes. Enfin, en composant... Sauf qu'il reste toujours duo. sur le principe de pas Parce que- partager. Je pense que c'est pareil pour Lennon-McCartney. Sauf, je pense à la fin, si en fait les chansons sont créditées Harrison et Starr, puisqu'il y a quelques chansons Starkey, je crois. qu'on
composé par Ringo Starr. Oui, je crois qu'il est toujours crédité avec Zach Starkey, un truc comme ça. Ah oui? C'est pas son vrai nom? Je sais plus. Zach, c'est son fils. Zach, c'est son fils, mais c'est Oui. Et Richard. peut-être Starkey. Oui. Bon, peu importe. Oui, donc voilà. Mais Et en tout cas, c'est décrit plutôt comme un effort de groupe et surtout Oui, basé oui. sur le thème de sitar de Brian Jones. Oui, parce que je pense que le morceau c'est construit au fur et à mesure, vraiment en studio en fait, Mhm. à partir d'une sorte de bœuf Oui. autour d'une idée d'après ce que j'ai lu, comme une espèce de chanson juive, de chanson un peu traditionnelle, Peut-être. une espèce de divagation comme ça entre. Ouais. Bon, avec les longues heures Ouais. au studio, à un moment, elle commence à Et, faire. et donc c'est bizarre, enfin c'est étonnant ce que tu dis par rapport à Nankerfelge, Mhm. parce que la chanson suivante, Play with Fire, Et crédité Jagger Richards Oui. et non, et crédité Nankerfelge, Oui. mais c'est que Jagger Richards qui l'a enregistré. qui la joue. Ouais. Qui la joue. Sur les paroles, tu as dit de Painted Black pour y rester Oui. 2 secondes. Donc, au début, je dis mais c'est une sorte de dépression qui se déroule. Oui. Mais après, je me demande quand même la question pour la raison. Est-ce que c'est un chagrin d'amour, donc une déception d'amour, ou est-ce que c'est carrément un deuil? Parce que il dit quand même aussi que les gens tournent leur tête quand ils le voient, donc peut-être par une espèce de gêne. Oui. Est-ce qu'il a perdu? Donc il a perdu quelqu'un? Ça a l'air d'être ça. Mais est-ce qu'il a juste perdu un amour, ou est-ce qu'il a perdu carrément une personne? Parce que pourquoi les gens tournent leur tête quand ils le voient? C'est souvent quand les gens savent pas quoi dire parce que quelqu'un est. Ah oui. Est-ce Ouais, que ouais. ça peut être carrément aller jusqu'au deuil, ou est-ce que c'est juste qu'il a perdu peut-être un amour et les gens n'osent pas lui parler, un truc comme ça. Hein. Et c'est étonnant en fait parce que j'entends là je réentends en fait quand il chante I see people turn their head I see people turn their head, oui. and quickly look away. Oui, c'est Sauf ça. qu'en fait il chante toujours, même s'il est au fond du trou, en fait il chante avec vraiment une espèce de rage quand même et de colère. Oui. Il la chante vraiment de façon dynamique. Oui, mais avec une voix qui craque un peu, Oui, donc oui. il a une sorte de... Il y a quelque chose... Mick Jagger, c'est quand même un petit acteur aussi, toujours, Ouais, ouais. hein, qui sait bien interpréter des choses... Ouais. En tout cas, la façon dans laquelle il chante, elle va bien avec cette chanson, avec le thème, je dis. Ouais. C'est une chanson qui est au niveau du son, pour le coup, est vraiment dynamique et tient la route, en fait. J'ai été étonné, en fait, en réécoutant Satisfaction, mais surtout en réécoutant Jumpin' Jack Flash, de voir à quel point, finalement, le son des guitares est très peu rock. Enfin, Oui. a très très peu de puissance, en fait. Alors que Oui, ça vient un peu plus tard. quand on imagine le riff de Jumping Jack Flash, quand on se représente cette chanson, en fait, on en voit un truc vraiment ultra dynamique. Oui. Mais en plus, aujourd'hui, il joue très à la guitare, ce morceau. Oui, c'est ça. Déjà, Jumping Jack Flash, l'original, c'est avec la basse plutôt, je crois, c'était boum, 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 boum. Et après, il y a la guitare qui se met dessus. Apparemment, on lui atteste une toute petite ressemblance à un titre des Supremes de 1965 qui s'appelle My World is Empty Without You. Donc, j'ai écouté, la ressemblance est quand même assez faible, mais je sais à quel endroit j'ai vu à quel endroit ça se dit, mais c'est pas la chanson, c'est une façon de chanter à un moment. Et peut-être le fait de dire My world is empty without you a fait cette petite connotation de vide aussi. On va la mettre sur la playlist dans tous les cas. Oui, parce que My world is empty je suis pas au without courant you de ça. Donc, de Supremes. Allez. Bon. Est-ce qu'on veut dire autre chose sur le Painted Black ou on passe à la suite? On passe à la suite. Alors, tu veux parler de Play with Fire? Oui. Allez. On les fait dans l'ordre de la playlist, là. Allez, comme tu veux.
J'ai réécouté cette playlist et je me suis dit que c'était vraiment la meilleure playlist. En fait. Les chansons s'enchaînent vraiment très très bien. Je veux dire toute la playlist, Oui. du début à la fin. Pour les Rolling Stones. Ah, pour les Rolling Stones. Les 5 chansons, Oui, voilà. ça donne un bon petit mix. Oui, Oui. exactement. Oui. Bon, on parle de Play with Fire, le 45, dont la version américaine a trouvé son chemin dans son 1965, qui est sur l'album américain Out of Our Heads, Oui. est sorti en single, je crois, juste en UK, mais sur l'album américain, et qui est crédité Nanker Felch, alors qu'il n'y a que 2 Stones qui Oui. ont enregistré ce morceau, Jagger et Richards, à Los Angeles dans les studios RCA, avec Jack Nietzsche et Phil Spector. Eh oui. Eh Quelle oui. surprise. Oui, quelle surprise. Jack Nietzsche, donc l'acolyte de Neil Young. De Neil Young. Ah, de Neil Young, oui, oui. Parce qu'il a dû être le producteur de son album Harvest. Oui. Ah, ça, je ne savais pas. Ouais, compositeur de musique de film aussi. Oui, comme Fly over Cuckoo's Nest. oui, comment il s'appelle en français? Vol au-dessus d'un nid de coucou. D'accord, oui, c'est ça, Jack Nietzsche et Phil Spector, avec son célèbre mur de son, alors qu'il n'y a pas trop de mur de son dans cette version-là, non? Ah, dans cette version, non. Je Non, crois elle est assez sobre. il joue du tambourin, Phil Spector, dans cette chanson. Je ne l'ai pas noté, mais Ouais. en tout cas, c'était une late night session. Ou de la basse. Ouais, une espèce de Peut-être la guitare. basse, je dirais la basse. Une guitare désaccordée façon basse. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et elle a ce petit bruit quand tu trouves que sur les enregistrements des années 60, c'est avec un grand écho. Oui. Et en plus, tu entends la qualité de son, tu entends juste un petit. Mais c'était ton choix, Maxime. Oui. Pourquoi? Parce que tu sais, j'ai développé une sorte d'obsession au cours de ces podcasts pour les morceaux qui parlent de feu. Le feu. Ah oui, le feu. j'ai oublié. Mais Oui, pas c'est seulement vrai. ça, c'est juste une private joke. Mais non, c'est vraiment une chanson que j'aime depuis, pour l'avoir découverte sur des compilations en étant vraiment plus jeune. Et j'aime ce côté acoustique, et puis là pour le coup qui deviennent vraiment des chansons personnelles originales des Stones. Elle a toujours été une chanson favorite de moi. Oui. À la fois pour l'écouter et aussi pour la jouer à la guitare, d'ailleurs. Ouais. Elle n'est pas si compliquée que ça, à part des petits bidouilles que tu dois faire sur le mi mineur, là. Mais je l'ai toujours adoré pour le son, pour sa, je sais pas, ça peut se dire sobriété, pour son côté simple, mais très efficace. Mais moi, j'avais un truc dans la tête, et j'y pensais hier soir. J'étais persuadé que je l'ai découverte en version live. Que la première façon que j'ai entendu de ça, c'est une version live. Et c'était 89-90. Mais je regardais sur les albums live et je la trouvais nulle part. Et je dis, mais c'est pas possible, je l'ai découverte live, je le sais. J'ai fait la recherche sur Internet et donc je trouvais une version live qu'ils ont enregistrée 89 ou 90 à Tokyo, qui est super. Ça n'a pas le même style que la chanson originale. Mais je dis, mais pourquoi je l'ai entendue et je n'ai pas regardé un concert à Tokyo, moi? Et j'ai après fait un peu travailler Google et je trouvais un disque, un single, soit un maxi ou un 45, sur lequel il y avait Ruby Tuesday en face A et Play with Fire en face B. Et quand j'ai vu la couverture, je dis, mais j'ai eu ce single, je ne sais plus pourquoi. J'ai dû l'acheter à l'époque. Donc j'avais un 45 de Play with Fire. D'accord. Ou un maxi, mais en tout cas, pas un album. Et c'est là où je l'ai découverte. Et je pourrais peut-être même l'avoir, mais je ne l'ai pas trouvé hier soir. Peut-être encore dans un carton quelque part.
En tout cas, toujours une chanson que j'adorais. Play with Ah Fire. oui, oui. On est dans une ambiance crépusculaire. Oui, Et c'est vraiment étonnant de découvrir qu'il l'a enregistré pour une phase B de The Last Time oui, à Los Angeles. oui. Et je crois le jour après, il voulait partir en tournée en Australie, si Ouais. je me souviens bien de ce que j'ai lu. Et tout le reste du groupe est allé à l'hôtel pour dormir. Ouais, Et c'est oui. que Jagger et Richards qui sont restés et qui ont après enregistré ce joli morceau. Hein. Ouais. C'est... Alors que pour le coup, en fait, quand tu regardes que les Rolling Stones sont un groupe qui est formé sur la musique américaine, et quand ils sont en fait à Los Angeles, qui sont aux États-Unis, en fait, ils enregistrent une chanson qui est pour le coup typiquement anglaise, qui oui, fait référence qu'à Oui. des lieux de. c'est pas un de blues, Londres. c'est un... ouais. C'est Oui, ah oui, tu veux dire pour les références Ouais, de pour paroles. l'histoire en fait, Pour l'histoire. qui est racontée, ouais. Cette histoire qu'il raconte, elle a, aussi simple qu'elle se présente, elle a plusieurs niveaux aussi, je trouve, de cette fille dont il parle, qui est donc une fille de riche origine, Oui. et il la met en garde, lui, un peu, de ne pas jouer avec le feu, hein, de faire attention, ne joue pas avec le feu. Mais il y a plusieurs couches dans ce morceau, parce que il y a aussi cette histoire du père qui a dû virer la mère en quelque sorte, où il a pris des diamants et les diadèmes de la mère. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit? Now she gets her kicks in Stepney, not a Knightsbridge anymore. Donc maintenant, la maman, Elle s'éclate à Stepney. elle s'éclate dans Dans un le quartier pauvre, populaire. Ouais. populaire, pauvre, Et et puis- plus à Knightsbridge. Ouais. Et c'est Jagger qui met en garde la fille et dit: sois prudent, sinon tu vas vivre avec ta mère. Or start living with your mother. Ouais. Donc le destin de sa mère et pourrait être le destin d'elle aussi, mais le danger vient des deux côtés en fait. Parce que si elle s'approche de Jagger, qui je crois qui se présente dans la chanson comme quelqu'un issu du populaire, Oui, ouais, c'est ça. même si c'est lui-même, je crois que c'est plutôt la classe moyenne, mais bon, il se présente un peu comme le... Dans l'histoire, il y a ce côté canaille, en fait. D'une fille, Oui, attention de la avec moi. noblesse, de l'aristocratie, Oui. désargentée, on va dire, Oui. qui se rapproche du peuple pour faire... Donc, Ouais. du coup, il la met en garde de ne pas s'approcher de lui, ou ne pas jouer avec lui, Oui, mais au même moment, si elle va s'approcher de lui, elle va avoir des problèmes dans sa famille. oui. Donc la pauvre fille, elle est coincée. Elle est coincée entre le feuilleton Jagger qui dit: mais attention, hein, tu joues pas avec, mais pas que jouer. Hein. Et peut-être il y a même une fragilité de Jagger aussi Ouais, qui ouais. dit: ne joue pas avec moi. Hein. Et c'est marrant parce qu'en fait, il y a une histoire de lutte des classes, en fait, qui se joue là-dedans. Et en fait, c'est lui qui la dénonce, en fait. Venant du peuple, en fait, c'est pas lui qui se trouve être dominé dans cette histoire. Parce qu'il dit, en fait, j'adore cette phrase, en fait: Your chauffeur drives your car, you let everybody know. Oui, tu le dis à tout le Parce qu'en monde. fait, ouais, elle a vraiment envie d'afficher encore qu'elle appartient à une certaine classe, alors que son père s'est barré, a dû quitter le foyer en vendant des bijoux de famille. Donc, en fait, il laisse la mère toute seule à la maison. Oui. C'est comme ça que... Mais je crois que le père est toujours riche, mais c'est la mère qui n'a plus de Ouais, je sais bijoux, qui a pris le père. Bon, pas. Mais en fait, bref. je crois qu'il y a de quoi faire un film, en fait. Dans Oui. juste Oui, cette oui, chanson oui, qui doit oui. durer, 2 minutes? Oui, c'est une histoire qui est vraiment, qui fait au moins triangle. Ouais, Si ouais. tu prends le père est, en fait, c'est donc un carré, même un carré de dépendance et de tension avec quatre personnages, mais interprétés dans une chanson. Elle est même pas longue, je crois, si je me... Non, elle je est- pense qu'elle fait 2 minutes 30 maximum. Elle est très, très... Elle raconte une histoire rapidement qui a assez de tension. Hein. Donc, Ouais. c'est... Ouais, je me projette bien en fait dans un film comme ça en noir et blanc des années 60 en Angleterre avec Oui. Avec la fille qui va dans un bar Ouais. où il joue la musique R&B, On- cette nouvelle musique qui est venue des Ouais, États-Unis. un espèce de film à portée sociale.
D'ailleurs, en parlant parce que tu parles des États-Unis, c'est une citation de Bill Wyman que j'ai toujours adorée, parce qu'il disait « We brought coals to Newcastle ». On a amené du charbon à Newcastle. Ouais. Ce qui est n'importe quoi parce qu'il y a du charbon à Newcastle. Ouais. Il y a d'autres expressions comme ça. Tu connais une version française de ça? Non. En allemand, on dit il ne faut pas emporter des hiboux à Athènes. Athènes, en Grèce. D'accord. Parce que dans le signe de Athènes, il y a une espèce de chouette. C'est la chouette. Oui, c'est la chouette, pas les hiboux. Bref, Bill Wyman a dit ça. Il a dit, en fait, c'est eux qui ont pris la musique R&B des États-Unis, qui l'ont amené aux enfants des États-Unis. Oui. Il a dit, we brought calls to Newcastle. On a apporté une musique aux États-Unis qui était déjà, jusque les jeunes Américains de la classe moyenne blanche, n'avaient pas le droit d'aller dans les trucs pour écouter le rhythm and blues noir. Donc du coup, ils se sont fait apporter cette musique par les jeunes Anglais. Hein. Oui. Donc, c'est ce que raconte Springsteen, oui, par exemple, avec son révélation des Beatles. Oui. Bon, de Presley aussi, mais je pense des Rolling Stones qui ont été une... C'est la British Invasion qui a expliqué aux jeunes Américains la musique qu'ils ont dans leur propre pays, en fait. Hein. Oui. En tout cas, une belle chanson. Une belle chanson. Comment le dire autrement? Non, tout est dit. Tout est dit. Elle est tellement concise et c'est ça le pouvoir d'une chanson Raconter une histoire rapidement. Ouais, d'agréger quelque chose d'aussi dense en si peu de temps. Magnifique. Oui. Tu veux continuer? Donc on fait pour une fois les deux de toi dans un lavage ou on passe à une demande? Non. On va alterner. On va alterner. Ouais. Alors donc parlons donc de Something Happened to Me Yesterday. Ouais. Donc je l'ai dit, je la connaissais pas cette chanson. Et tant mieux. Donc tu l'as découverte. Et donc qu'elle t'a plu? Quelle n'a pas été ma surprise au moment de découvrir cette ouverture en fanfare de cette chanson. En brass band, en peña. Et donc ça m'a... Oui, ça a été complètement déroutant, mais une vraie belle surprise en fait, qui m'a tout de suite fait penser à Bob Dylan, à l'ouverture de Blonde on Blonde, avec un morceau comme ça qui démarre sur, pareil, des cuivres, et puis un morceau comme ça repris en chœur avec... Je connais pas, donc c'est le morceau qui s'appelle Rainy Day Woman. Ok, ça me parle quand même, oui. Everybody must get stoned. Yeah, oui. Everybody must get stoned. Ça, c'est le refrain. On va la mettre sur la playlist parce que je crois qu'on n'a pas encore Dylan sur la playlist. Non. Et vu qu'on a bientôt le plaisir de voir Monsieur Dylan à Carcassonne, on devrait se préparer un peu. Ça m'a fait penser à cette ambiance un peu foutraque là de... C'est une ambiance bizarre qui se met en place avec cette musique, mais agréablement bizarre. Et on est en quoi? On est en 1967. Ouais, dans l'été 66, 67. Oui, je crois, écrite 66 sur l'album Between the Buttons, encore une fois, dont il existe une version américaine et anglaise. Et un de mes CD favoris de cette époque. Donc je voulais impérativement avoir un morceau de Between the Buttons, même s'il y a donc deux versions, mais moi j'avais le CD et j'avais la version USA à la maison, parce que je le sais parce qu'il y a sur le mien il y avait Let's Spend the Night Together. Let's Spend the Night Together qui n'est pas sur la version anglaise. Et d'ailleurs, Let's Spend the Night Together, toujours un signe de cette... on vit dans un autre monde encore au niveau de ce côté prude. Et tu sais, quand les Stones ont chanté Let's Spend the Night Together à la télé américaine, ils étaient forcés de chanter Let's Spend Some Time Together. Parce que de chanter aux jeunes filles américaines de passer la nuit, ça passait pas encore. Hein. Et en fait, je suis en train de regarder les titres qu'il y a sur cet album. Oui. Je peux te dire sur cet album, si tu n'avais pas mis Play with Fire,
Oui. j'aurais certainement pris She Smiled Sweetly, qui est une espèce de ballade qui se trouve sur cet album-là. Mais vu qu'avec Play With Fire, on a déjà quelque chose de calme, hein, je voulais donc quelque chose qui rock un peu plus. Mais sur cet album, je me suis marqué, j'aurais pu mettre She Smiled Sweetly, Connection, Miss Amanda Jones, Who's Been Sleeping Here. Ouais. Toutes ces chansons, je les adore. Et pour moi, c'est un album, un des meilleurs albums de l'époque. Hein, c'est un peu éclectique, cet album. Oui. Mais moi, j'aime beaucoup. Et alors, oui, c'est une chanson qui est vraiment drôle. Alors, est-ce que je me trompe si je dis que tu l'as choisi parce que Keith chante le refrain? Yes, sir. Je l'ai choisi pour 2 raisons. Donc, parce que je voulais quand même mettre en relief un peu notre période de Brian Jones aussi, qui se détache de plus en plus parfois de la guitare sur le chemin des Stones, et qui a joué la tuba, il paraît, dans cette chanson, Ouais, je pense. même s'ils ont eu un groupe de soutien. Il doit être trompette, saxophone? Trompette, saxophone, tuba, j'ai lu Ouais. quelque part aussi. Mais je l'ai choisi effectivement parce que c'est la première fois qu'un certain jeune Keith Richards dit: je vais chanter pas que le background dans une chanson, je veux chanter le refrain. Ça va revenir dans les albums après. Sur Beggar's Banquet, il y a un autre duo avec Jagger, c'est Salt of the Earth, un morceau que j'ai aussi adoré, et ça menait vers une période où Keith Richards a de plus en plus chanté. Déjà sur Let It Bleed, il chante I Got the Silver, et à un certain moment, c'était établi que Keith Richards chante un morceau par album, Ouais. et même à partir des années 80, ou je dirais deux par album. C'est Soyons fous. Soyons fous, Ouais. c'est les deux qui chantent sur scène aussi, comme ça Jagger peut respirer un peu. Et mais oui, il a encore cette voix tout jeune. Hein. Oui. Je crois qu'il était en tant qu'enfant dans la chorale. Il a une très très jolie voix. Et la voix change beaucoup. Mais là, c'était cette interaction avec Jagger Richards, et Richards qui pour la première fois sort un peu en chantant de cette ombre-là, et qui tient bien, non, parce qu'il chante bien aussi. Oui. Hein? Et ça permet vraiment d'apporter quelque chose à la chanson avec un Dialogue, hein, oui, c'est ça, un parce commentaire. parce que du coup dans cette chanson Jagger aborde une situation qui est toute nouvelle pour lui, enfin le narrateur. Mhm. Donc il chante à la première personne, quelque chose lui est arrivé hier. Oui. Une expérience assez étrange, Apparemment, une expérience de drogue. qui est assez sibylline, on va dire. Oui. Et Donc, puis Richards en fait reprend en fait ou complète ça en fait en parlant de lui à la 3e personne, de Oui. ce narrateur. oui, c'est ça. Et ça apporte une espèce de Oui. différence de point de vue. Surtout, que- il aborde les doutes que porte en soi cette personne-là. Donc, Oui. il y a personne qui dit, oui, en fait, je fais ça, et c'était bizarre, c'était trippy, mais c'était aussi Groovy. super groovy, mais je sais pas exactement ce que c'était. Et Richard, c'est comme le commentateur qui dit, mais voilà, donc il sait pas exactement ce que c'était, si c'était bien, c'était pas bien, est-ce qu'il fallait pas le faire, est-ce qu'il fallait le faire. Il est la conscience un peu. Ouais. Il est ce qui se joue en conscience. Ce que tu disais de Jagger, l'acteur, le cabotin, hein, c'est ça en fait, parce que en fait, en plus, il adore prendre des voix hein, quand il chante. Oui, Et dans c'est cette ça, chanson-là, c'est il vrai. incarne, il a une voix. On a ça plus tard dans Stray Cat Blues aussi. Il a une façon d'acteur qu'il apporte Oui. dans la chanson. Et là, le fait de dire groovy, j'entends une espèce de petit bonhomme là. Du C'est Minnesota. C'est les swinging 60s qui commencent à swinger de plus en plus jusqu'à la chute d'Altamont. Hein? Et tu sais à qui j'ai pensé en fait, à quel autre groupe anglais j'ai pensé en entendant cette chanson? The Kings peut-être, Oui. je sais. Oui. Ouais. Ah oui, à fond. Ouais. Parce que vraiment, dans leur façon de présenter comme ça des personnages avec cette espèce de distance anglaise en fait, où le personnage qui va se présenter avec une sorte déjà de recul sur lui-même, parce que
Donc il fait une expérience de la drogue, alors on sait pas quelle drogue, mais Oui. vraiment il se passe des choses très très... Mais je me suis jamais trop posé la question, mais apparemment un journaliste a dit que c'était une très bonne représentation d'un trip LSD. Ouais. Bon, je peux pas confirmer. Ouais, j'ai vu ça. Oui, je pense que dans ces années-là, on est encore peut-être plus dans le côté naïf du LSD plutôt que dans des drogues vraiment... Mais j'ai marqué quand même, Jagger chante bien quand même. Il interprète un rôle. Il interprète un rôle. Il n'est pas Mick Jagger en fait dans ses chansons. Et je crois qu'il est rarement Mick Jagger dans ses chansons. Je sais pas qui il est, mais il est pas forcément Mick. Hein. Bon, au niveau du personnel, donc... au niveau du personnel, on a donc... Qu'est-ce que j'ai marqué donc Jones qui fait trompette, tuba, saxophone éventuellement, et il siffle. Oui. Chacun son instrument classique normalement, sauf Jones qui fait un peu tout. C'est comment le dire, oui. Avec le temps, de toute façon, Richards prend plus en plus de dessus avec... on dit ça, le dessus. Ouais. Avec la guitare. Oui. Et je crois il y a un côté triste avec Brian Jones, on va en parler peut-être quand on va vers le Stray Cat Blues aussi, mais je crois que c'était quelqu'un qui était petit à petit détaché de son rôle initial au début du groupe et qui s'est trouvé donc ces petites libertés musicales pour interpréter un peu autre chose, pour sortir un peu du cadre. C'était quelqu'un... oui. Hein? Ouais, c'est assez étonnant ce destin de Brian Jones parce qu'en fait c'est presque un météore dans les Rolling Stones puisqu'il est tellement fugace en fait à cause de sa mort comme ça à 27 ans. Ouais. Et de voir que on peut considérer que c'est vraiment un des fondateurs ou du moins l'initiateur du groupe parce qu'il avait une aussi vision pour le blues, il voulait le blues. Il avait une direction, il avait la culture musicale et puis voilà, c'est vraiment ce talent de musicien d'être multi-instrumentiste ou de pouvoir empoigner un instrument et puis faire quelque chose. Ouais, se l'approprier très très rapidement quoi. Donc c'est presque comme Syd Barrett en fait pour les Pink Floyd. Ou aussi Harrison un peu qui dans les Beatles qui cherchait sa place et qui n'était pas toujours. Les Beatles lui ont quand même laissé plus de place à Harrison que peut-être les Stones à Brian Jones pour les. Mais en fait pour le crédit de composition aussi. Mais tu vois, ce que tu as vu aussi quand on a regardé le documentaire Get Back, c'est que finalement, Harrison, c'est le premier à claquer la porte, à quitter le groupe. Oui, c'est ça. Et que finalement, les autres se retrouvent sans lui, en se disant, tiens, on peut le remplacer par Eric Clapton, je sais pas qui. Et donc, en fait, ils en font pas plus de cas que ça en fait. Et Brian Jones l'a fait juste autrement. Au lieu de se barrer, il est allé vers les drogues. Il est allé, de toute façon, si on a vu Jean-Luc Godard, c'est quoi, 1+1 ? Il est dans les vapes. Dans cet album, il y a des bons petits morceaux où il fait encore le slide sur No Expectations, Beggar's Banquet, mais dans ces sessions, ils l'ont mis parfois derrière un mur là. Ils ont mis des murs, parfois derrière, il fume, et tu vois les yeux, il est pas là. Il est parti aussi, sauf que c'est juste mentalement. Et je me demande si c'est une rumeur ou si c'est une espèce de vacherie en fait qui traîne, mais que en fait pendant ces séances de studio, tout simplement, il n'était pas branché. Il n'était pas branché. T'as entendu ça aussi ? J'ai entendu ça aussi. Donc c'est. Mais c'est un être complexe et excessif. Charlie Watts, j'ai entendu Charlie Watts dire aussi, Brian was somebody who did everything to excess. Il a fait tout ce qu'il a fait dans une façon excessive et c'est ce qui lui a coûté enfin aussi sa vie. Sa vie. Après, il était viré avant d'être mort. Il était déjà viré quand il est mort. Oui, c'est ça.
Mais je pense que voilà, il est sorti du groupe de lui-même. En quelque sorte, il s'est déjà écarté, mais je crois qu'il était aussi un peu mis à l'écart parce qu'il y a un duo qu'au début n'était pas encore là, qui s'est formé et pris en plus en plus de place. Et donc du coup, il était mis à l'écart un peu et il s'est mis à l'écart aussi. Bon, après, on n'y était pas, mais bon, c'est ce qu'on ressent. Et de toute façon, on le voit pour les compositions. Hein. Bon, mais Something Happened to Me Yesterday, il fait plein de petits instruments, mais pas forcément la guitare. Je sais pas s'il est crédité pour une guitare ou pas, mais... Ce que je trouve rigolo aussi, c'est que ça parle des drogues, et aussi, c'est comme une... Comment on dit? Est-ce qu'on dit prémonition? Non. Prévision de tous ces problèmes de drogue qui n'ont pas encore vraiment commencé, mais c'est 1 an plus tard où commence le célèbre Redland Bust, où dans la maison de Keith Richards, donc il y a la police qui débarque, un peu soutenue par la presse tabloïde anglaise, et il y a tous ces problèmes. Il y a l'album Satanic Majesty qui est basé, qui fait dans cette période-là. Oui, ils sont encore innocents et dégagés de cette pression-là par rapport à... Ça s'annonce, hein, parce que comme il dit, something more to pay for sins of yesterday. Donc ce que je fais là, est-ce que je vais payer pour ce que je fais là? Et à un certain moment, ils auront des problèmes de justice. C'est ça, je l'ai relevé aussi. J'ai trouvé que c'était bizarre cette histoire de mentionner ça, le fait qu'il y a un prix à payer pour des péchés, en fait. Je pense qu'ils sont déjà en train de se classer à part de la société, au-dessus des lois morales, en fait, de la société. Oui, aussi de la diabolisation des drogues, en quelque sorte, qui sont interdits. Donc, et j'ai vu que c'est les swinging 60s, ça commence là, les drogues un peu partout. Et le problème que oui, ça existe, mais c'est illégal. Ils font partie de cette libéralisation. Et justement, ils sont encore les espèces de mauvais garçons, mais encore pas traqués. Encore pas... C'est ça. Et effectivement, juste là, ils étaient juste condamnés pour pisser au bord de la route. Ouais. et les descentes de police vont arriver, et puis... compliquer les choses. Surtout pour un certain Monsieur Richards aussi, plusieurs fois. Oui. Mais moi, je trouve les paroles qui tournent autour, en fait, comme ça, sans désigner vraiment l'état dans lequel il se retrouve, puisqu'il dit j'entends dire des choses étranges, tu parles d'une façon vraiment très bizarre. Et puis Richards dit après, il ne sait vraiment pas ce que c'est, si c'est contre la loi, ni la signification, ni la cause. Donc, mais tout ça se fait sur fond de grosses fanfares qui embarquent tout le monde. Il faut aussi faire attention à cette époque encore. Hein, pas parler, c'est quand même des gamins qui écoutent principalement les Stones. Donc, ces gamins-là qui payent aujourd'hui 250 € pour un billet, mais je veux dire que ces gamins-là, il fallait faire attention aussi dans ce que tu dis. Des vieux enfants de 70 ans. C'est ça. Mais là, on est aussi un peu, je pense, dans cette mouvance des groupes qui se suivent, en fait, des Beatles, des Rolling Stones. En fait, je pense que les Beatles vont vers déjà d'autres formes musicales qui sortent un peu de leur carcan. Juste pop. Ils ont tous pris leur entrée. Les Beatles, c'était le rock'n'roll, les Stones un peu plus vers le R&B. Mais ils ont juste besoin c'était une façon d'amorcer. Oui. Et après, une fois qu'ils étaient en route, ils ont fait leur chemin. Leur chemin. Je voyais que par rapport au sitar de Painted Black, en fait, je crois que Lennon a toujours reproché à Jagger ou aux Rolling Stones, en fait, de faire la même chose que les Beatles, mais 2 mois après, en fait. D'être à la traîne. Je trouve qu'on a là trois possibilités de transition à la prochaine chanson. Copiage des Beatles, drogue, LSD, et c'était quoi le dernier? Oui, aussi, j'ai oublié. Brian Jones. Non, la troisième, c'était... Non, des drogues aussi, parce que... C'était la condamnation, en fait. Le prochain passage à
prochaine chanson, puisque le prochain chanson a été écrit en prison. Oui, elle était en tout cas, c'était l'album Satanic Majesties, Oui. où certains morceaux étaient, et pendant que Richard Sedgwick a été condamné à un moment, oui. Oui. Il y avait la célèbre chanson Stoned aussi qui était faite, mais elle n'est pas sur l'album, elle était Ouais. faite, je crois. Donc on passe à à ta deuxième chanson, Oui. 2000 Light Years From Home. from Home. Ouais. 1967. Mhm. Their Satanic Majesty's Request, basé sur une empreinte sur les passeports anglais, il y a écrit quelque chose. Bon, j'ai oublié. C'est basé sur, bien sûr, pas avec Satanic Majesties. Et 1967, en Allemagne, est sorti en 45, 5e place des charts. Que en Allemagne, Paris. En face A. Oui, on fait ça. D'accord. On Oui, fait oui, ça. oui. Oui, j'ai vu ça. Et mon père avait le célèbre l'album, et je crois l'album avec la photo relief, Ah oui. qui est une sorte Ok. de photo 3D. Oui. Et effectivement, l'album Satanic Majesty's Request, on peut reprocher de cet album n'aurait jamais existé sans Sgt. Pepper's, non? Ouais. Ouais. On a voulu dire ça, que c'était leur version, mais C'est pas tout En à fait- fait faux aussi. ouais, en même temps, je pense que Sgt. Pepper sort en juin 67. Là, ça sort c'est enregistré en juillet 67. Donc on est quand même vraiment, je dirais, trop proche pour que ça soit juste. Mais bon. Après, la chanson, je l'adore. Et, 2000 Light Years from Home. ouais, moi aussi. Et oui. ils la reprennent en live. Je pense qu'à partir de Flashpoint, je l'ai entendu jouer en live, mais jusque-là, c'est Exactement. une chanson plutôt obscure en fait dans leur discographie. Oui. Là, il se concentre plutôt sur She's a Rainbow parfois. Je ne sais pas s'il a joué Ouais. encore là les dernières années, mais je sais que 89, ils ont fait. Je ne sais pas si c'est sur Flashpoint. Est-ce que c'est la version sur Flashpoint? Oui, je pense que oui. Il me semble que je l'ai justement en phase B d'un 45 tours de Flashpoint. D'accord. Et, Ok, mais en tout cas, dans cette tournée, ils l'ont joué, ça c'est sûr. et je sais plus ce qu'aurait été la phase A de ce. Je l'ai vu dans le film aussi, là. Ils ont fait un concert en IMAX, tu sais. Ouais. Et là aussi, je l'ai vu. Ouais, donc ils la reprennent plus souvent. Satanic Majesties est un album que, si tu l'écoutes en totalité, ça commence à t'énerver, ces petits clips de son à droite, à gauche, et c'est un peu forcé. Mais sur cet album, il y a plusieurs super chansons quand même. Un que j'adore toujours, c'est Citadel et 2000 Men. Oui. C'est super. Il y a la première composition qu'ils ont laissée à quelqu'un d'autre. Il y a Bill Wyman qui chante In Another Land. Bon, elle est un peu sage cette chanson, mais en tout cas. Oui, Citadel, c'est une chanson que j'ai découverte pour le podcast, que j'ai trouvé incroyable. Oui, ça c'est une vraie chanson de rock des Stones en fait, avec un vrai riff, juste un peu caché avec ces trucs de reverb et d'écho et des trucs de ça, mais elle est magnifique. Mais celle-là aussi, donc ce que je voulais dire que c'est généralement, je trouve que cette obsession avec des clips de son et des montages et des collages sur tout l'album, ça m'emmerde un peu. Mais dans cette chanson, je trouve que ça fonctionne bien, avec cette intro surtout. Cette intro avec, il y a des trucs à l'envers, il y a des cordes cordes de piano qui sont... jouer dans le piano. Oui, jouer dans le piano, Oui. voilà. Des trucs comme ça, je pense. Mais là, je trouve, ça fait un vrai intro de suspense. Oui. Et ça fonctionne super bien. C'est symbiotique ici, les effets de son. On est presque dans la musique de film, film d'horreur, Oui. de la Hammer, où on serait dans des trucs un peu... Là, écrit Martin Scorsese, je me suis dit que Martin Scorsese n'a jamais pris pour un film avec un trip de drogue ou un truc comme ça de la prendre. Mais il n'a pas fait, hein, il préfère Gimme Shelter dans tous les deux films. Non, c'est une très très bonne intro. Oui. Et une autre bonne intro, en fait, c'est l'intro d'un morceau qui s'appelle We Love You. Oui. Qui C'est commence le avec piano. avec des Avec pas. la porte de la prison. Oui, c'est ça. Ouais. Ding, 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 Il y a ding. des pas comme ça qui se mettent à courir. Oui, c'est ça. Et en fait, ces deux morceaux-là sont sur une compilation. En fait, moi, cette chanson-là, je l'ai découverte. Parce que We Love You n'était pas sur un album, Non. non, vraiment. C'était juste sur les compilations.
Et cette compilation s'appelle Through the Past Darkly. Through the Past Darkly. Et ça, c'est un album incroyable. Oui, parce que je crois qu'ils ont mis aussi beaucoup de 45 Oui. qu'ils n'ont pas sorti en album, parce qu'il y en a plein quand même. Oui, oui. Si tu prends Honky Tonk, Jumping Jack Flash, Oui. tous ces Ces morceaux-là chansons-là, se retrouvent sur ces ce morceaux qui disque. sont aujourd'hui des classiques, sans, Ouais. sans sur aucun album à la base. Hein. Et tu as aussi Marvel's Little Helper. Oui, Enfin, oui. vraiment, Il y a- c'est- il y a une il y a que tonne, des pépites. Il y a Que une des tonne. J'ai l'impression même de les avoir marqués quelque part. Il y a Peu importe. Dandelion. Dandelion que j'adore Ouais, aussi. oui. Dandelion Don't Tell No Lies. Et donc, du coup, j'ai réécouté cette compile en réécoutant. Through the Past Darkly. Ouais, en réécoutant Ruby Tuesday, en réécoutant She's a Rainbow. Et vraiment, ouais, comme on en parlait, c'est des chansons qui ont servi pour des publicités. Oui. Et Malheureusement, et oui. qui souffrent beaucoup de ça. Ouais. De She's faire a l'e- Rainbow, par exemple, c'est infernal, oui. de faire l'effort d'aller les réécouter en essayant d'avoir une oreille neuve, c'est. Ouais, Oui. ça les réhabilite, on va dire. Oui, c'est comme les grandes chansons pour faire plaisir au public de 80 000 personnes. Oui, c'est ça. De le réécouter dans un contexte des années 60 sur un petit 45, toi toute seule avec la chanson. C'est pas le même Oui. contexte. Mais je l'ai écouté ce matin en voiture et en roulant, quand tu as boum boum pa, boum boum pa, boum boum pa, et ça a un rythme super fort hein, aussi la chanson ça fait très plaisir de l'écouter en roulant. Et plein de petits instruments, là, des jeux avec le fast bass de Keith Richards il y a un moment, il y a le mélotron que Brian Jones joue Oui. dans cette chanson. Ça porte surtout les strophes un peu aussi avec la batterie. Oui. Et il y a une espèce de son R2D2. Et si j'ai bien compris, c'est un oscillateur Oui. joué par Bill Wyman, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Bill Wyman qui joue de cet oscillateur. Alors je vois pas bien. Oui, c'est un appareil purement électronique en fait. Oui, c'est un truc avec les petits affichages d'ondes. Oui, c'est ça. Et donc c'est pas un thérémine, c'est pas quelque chose qui va se manipuler. Mais oui, ça apporte en fait à cette dimension côté étrange. spatiale. Oui, spatial. On est dans l'espace. Trip en fait, parce que oui, là voilà, on est dans le trip aussi, un peu dans le trip de drogue, de LSD, un peu plus cliché pour moi qui connais rien. C'est plus comme le cliché de comment on doit être, parce que Something Happened to Me Yesterday, c'est peut être beaucoup plus réaliste parce que c'est plutôt la réflexion sur parce que c'est étrange mais il y a des conséquences, donc c'est un peu plus après. Alors que là, on est en plein dedans, en fait. Hein. Oui, en fait, Something Happened to Me, c'est plus des réflexions ou en rétrospective. Ouais, t'es défoncé, t'es à l'écart de toi-même, et puis tu regardes les autres en rigolant, sans savoir pourquoi. Oui. Donc et là, c'est assez joyeux. Et là, en fait, on part dans un trip loin, en fait. Loin, et tu restes loin. dans un contexte où tu sais même pas ce qui se passe à l'extérieur, en fait. Ouais. C'est un peu ça. Parce que notre personnage, en fait, est au départ à 100 années-lumière de la maison, enfin, de la Terre, je pense, ou de chez lui. Et ça devient de plus en plus. De là où il habite. Oui. Et ça devient 600 années-lumière et finir à 2000 années-lumière. Ça joue joliment et des contradictions aussi donc c'est des soft explosions, donc des explosions très douces. Oui. Des freezy red desert, donc un désert rouge qui gèle. Freezing, et des fiery oceans. Oui. Ça pour toi, en tant que grand amateur de oui, feu. L'océan de feu, quoi. Le pyromane. Le feu et l'eau. Oui. Donc, feu et l'eau. Non, mais en fait, je trouve que dans ces années-là des Rolling Stones, alors que je me demande dans quelle mesure ils courent après le courant psychédélique de l'époque. Après, je crois qu'ils sont quand même. Il y a des bonnes images dans ces chansons. Je crois quand même ils sont en plein dedans, quand même, parce qu'ils font quand même partie de la scène londonienne et tout ça.
je pense qu'il y a vraiment plus une porosité que des espèces de relations de copier ou d'être à la traîne par rapport à d'autres groupes. Ça serait un peu... C'est les Rolling Stones quand même. Et ce côté être très, de façon de jouer très stoned et décontracté, mais au même moment, c'est la vitesse de lumière. Oui, oui. Donc là aussi, tu as... Oui, parce que t'as la basse qui arrive, Oui. cette basse qui est toute mystérieuse et rebondissante. Et puis, tout d'un coup, en fait, t'as Charlie Watts qui est sur ces tomes, là, qui fait rouler ses tomes comme des timbales, là. Oui. Et c'est parti, en fait. Elle m'a fait penser, quand j'ai lu tous ces trucs des soft explosions et tout ça, je pensais à Oasis, à Champagne Supernova. Ah oui. Tu connais ça? Parce que là, dans Champagne Supernova, il chante Slowly walking down the hall faster than a cannonball. Donc, je marche doucement dans les couloirs, plus rapidement qu'un boulet de canon. Ouais. Donc, cette contradiction de vitesse qui se trouve aussi dans cette chanson-là d'Oasis. Ouais, ça me rappelle des choses concrètement. Je t'écoute, je tourne mon micro en plus si tu veux. Mais donc on va jusqu'à Aldébaran quand même, c'est quand même... je sais pas. Jusqu'où on va en fait si on parcourt 2000 années-lumière depuis la Terre. Est-ce que... Toi, tu vas pas le croire, mais je sais pas te le dire. Ben non, mais moi non plus, je peux pas le dire. Je veux dire. Peut-être on retourne ici. Ouais, je veux dire... Si c'est une boucle, si l'univers est une boucle. Est-ce qu'on sera allé jusque là, en fait? Peut-être on est juste devant la porte. Peut-être on va sonner là, bien. Si ça sonne, c'est... En fait, chers auditeurs, si ça sonne, c'est nous. On revient d'un voyage dans l'espace. On revient de notre voyage dans l'espace. Ah ben... Bonne chanson, hein. Ouais. Alors, on dit que bonne chanson, mais c'est les Rolling Stones quand même. Ah oui, non. Donc, je peux déjà te dire, même si on n'a pas encore traité la dernière chanson, je sais que je vais virer une chanson là sur ma liste. Je peux déjà le dire, hein. Je suis. Oui. Je suis quasi sûr. Il y a un de nos plus grands auditeurs qui est vraiment fan aussi de cette chanson. Oui. Gilles, il l'adore. Ah oui. Ouais. Oui, un bonjour à Gilles, peut-être il va écouter cet épisode. Ouais, et dire que cette chanson est partie d'une sorte de blues, sur une espèce de grille de blues écrite comme ça par Jagger en prison, enfin les paroles. Possible, oui, je sais pas. Et que c'est devenu une espèce de délire sonore quand même, ouais. qui est dans la tradition de ce qui se fait à l'époque en fait, des premiers Pink Floyd. Et mais puis de Bowie. Sortir d'un... Oui, peut-être. Sauf que Bowie va sortir Space Oddity 2 ans plus tard, en fait. Oui. Donc mais l'idée de sortir du cadre, ça c'est... Il y a la jeunesse qui comment on dit, qui gagne en indépendance et qui fait sa propre musique maintenant. Parce que c'est tout ça qui s'est passé dans les années 60. Il y a une culture, ou 50 déjà avec le rock'n'roll, il y a une culture de jeunesse qui se forme. Mais à un certain moment, c'est vraiment qu'ils disent, mais attends, il y a plus que 4 instruments, il y a plus que ça, faisons autre chose, quoi. Après, si on parlait de l'oscillateur, je pense aussi à Kraftwerk, qui, dans leur premier morceau, était fait par les machines comme ça, hein, comme l'oscillateur, tout ce qui était technique. Hein, voilà. Moi, j'aime bien. Je l'écoute pas souvent, mais là, elle a vraiment toute seule, elle fait le travail. Hein. Ouais, je sais que je l'ai redécouverte, en fait, je l'ai réentendue dans Men in Black, le 3e volet, dans lequel il se retrouve, en fait, justement, il se retrouve propulsé dans ces années-là, en 67 ou 68. Parce que Tommy Lee Jones avait plus envie de filmer un film complet, donc il a dit, tu me remplaces avec une version jeune de moi. Peut-être, ouais. Il est qu'au début du film. Non, où on est juste en 69, en fait, juste avant que la mission parte sur la Lune. Oui. Et donc, en fait, il se retrouve à New York dans ces années-là, avec la factory de Warhol. Et c'est une chanson qui cadre bien avec ces extraterrestres.
Bon. So, Est-ce qu'on va aller donc dans le rock un peu plus pur ouais. avec la dernière Ouais, chanson? faut qu'on aille au Stray Cat Blues. Il faut qu'on aille avec des chats qui traînent dans la rue. Sauf Ah, que oui. ici, c'est pas des chats, non, bon, je termine pas cette phrase. Si, on va traduire ce morceau. C'est un morceau qui a pour titre Chatte errante. La chatte errante, Ouais. le blues de la chatte errante, même si c'est pas vraiment un blues. Donc ça pourrait être tellement autre chose comme titre d'œuvre. Bon, Oui. voilà. Oui, politiquement plus très correct, certainement, on peut le dire direct, mais... Donc, on parle de Stray Cat Blues, que je t'ai soumis. Ouais. Beggar's Banquet, un de mes albums favoris aussi, des Stones, 1968. Il était important pour moi d'avoir une chanson de Beggar's Banquet, ça aurait pu être une autre, Salt of the Earth par exemple, Ouais. dont on a parlé. Mais cet album aussi, la jeune version de moi l'a écouté l'a écouté souvent. Ouais, c'est un album que je connais moins. Il est quasi, je le trouve, c'est un des albums quasi parfaits des Stones, même si parfois ils ont des albums avec quelques Ouais, je pense que le morceau qui ressort comme ça, c'est No Expectations. Oui, bien sûr, Et oui. mais aussi... Et donc Stray Cat Blues, en fait, je me suis demandé, j'ai pensé aux Stray Cats, le Ouais. groupe, Oui, qui a priori, ça n'a aucun rapport. bon, c'est pas, oui. Mais En tout cas, oui, c'est du rockabilly plutôt. ouais, ça. ouais. Et donc j'étais curieux d'aller voir dans ce morceau qui est typiquement stonien, Là, oui, c'est ça. Là, c'est... avec ce son, Oui, le son est là. la rythmique est là. Pour moi, cette chanson, elle définit ce que vont faire les Stones les prochains 10 ans. Oui. Ouais, c'est ça. Voilà, on a fait notre petit rhythm and blues. On a fait un peu des expériences, ça va, c'est bon, on a fait la sitar et machin. Jones ne joue plus aucun grand rôle pour cet album-là, à part de quelques slides qu'il fait très joliment sur No Expectations. Mais ces genres-là, on trouve des Rolling Stones et ce qu'ils vont faire là, les années qui viennent. Du rock pur et du rock cool. Oui. Parce que elle est cool, la chanson, quand Ouais, même, ouais. faut le dire. Hein. Et ils peuvent se permettre déjà de jouer sur les clichés du rock'n'roll. Oui. Enfin, qui leur collent à la peau, ouais, à juste titre, on Oui. va dire. Oui, Mais avec, des peaux qui leur collent à la peau. ouais, avec un certain recul. Alors, je sais pas dans quelle mesure ça rend les choses plus acceptables, le fait qu'ils aient du détachement par rapport à ça. Mais... Disons que j'essaie de me sauver par ce que je dis sur Jagger, que c'est un acteur aussi. Oui. Donc, Ouais. c'est quand il voulait d'ailleurs être toujours acteur, ça n'a jamais trop marché, mais il a fait plusieurs films quand même. À cette époque, il a fait Performance, Oui. où il y a la version est-ce que c'est pas aussi Jack Nietzsche qui a fait? Il y a la chanson Memo from Turner, Oui. dont il existe une version Stones qui, bon, ça Ouais. va. Il existe une version qu'il a enregistrée en solo, c'est une Ouais. chanson Stones, avec, je crois, Jack Nietzsche aussi, Et Ray Cooder. et Ray Cooder éventuellement. Oui. Oui, Avec Ray- est-ce que c'est peut-être Ray Cooder? Avec Ray Cooder. Oui, Ouais. et elle Parce est que magnifique. tu me l'as envoyé en fait. Tu Oui. m'as envoyé une démo. Oui, mais je crois que je t'ai envoyé les deux. Oui. Memo from Turner Stones et Memo from Turner Solo. Oui. Et les deux sont bien, mais la version c'est Ray Cooder, je sais pas si Jack Nietzsche Oui, joue oui. un rôle là-dedans. Et là, il a fait un film, Performance, il a joué Ned Kelly, je crois dans les années 90, il a fait un truc de science-fiction avec Emilio Estevez, je me rappelle même. Ouais, ça- Bon, bref. Mais je me sauve aussi un peu. Oui, ceux qui chantent là, tu peux plus chanter ça. Tu fais ça en tant que jeune artiste montant. Tu chantes sur le sexe avec une fille de 15 ans. Ouais. Tu peux le faire une fois. Après, c'est un peu du gangsta rap aussi, non? Oui, on est là-dedans. On est en fait dans quelque chose qui était déjà propre au blues, en fait, la Oui. vantardise sexuelle, Oui. avec Muddy Waters, Oui. avec le Mojo, avec... Et avec, comment il s'appelle? Robert Johnson. Oui, aussi. Ouais. Mais donc, ils assument
ce côté-là d'être suivi ou attiré par des Sweet 16. Ça rend ouais, Sweet 16, c'est juste. Chuck Berry. C'est juste. Là, c'est 15 ans, et dans la version sur Get Your Yayas Out, c'est même 13 ans. Il diminue encore 2 ans. De toute façon, je ne veux pas de ta carte d'identité, ça ne l'intéresse pas. Oui, Voilà, I don't want your ID. et toute la chanson est construite sur une espèce de monceau de clichés. Oui, mais voilà, c'est pour ça que je dis, mais c'est aussi joue un petit rôle. Hein, je veux pas. De toute façon, c'est pas grave. C'est pas un crime capital. Je réfléchis sur It's not a hanging matter. Et c'est hanging matter, c'est pendre quelqu'un. Ouais. C'est pas un crime pour lequel tu te fais pendre, quoi. Et c'est pas la peine de mort, quoi. Non, c'est pas grand chose. Et oui. Et donc voilà, en fait, toute la chanson est explicite au niveau des images. Pour le coup, c'est très cru. Oui. C'est très assumé. Il y a ta petite, il y a ton ami. Il y a ton ami qui est encore plus sauvage que toi, alors monte avec elle. Tu veux pas la ramener. Voilà, c'est ça le délire, c'est que. Et en plus, voilà, il y a une sorte de violence. Est-ce que cette violence, tu scratch my back, tu me griffes le dos. Est-ce que c'est. Et elle dit aussi, il dit à un moment quelque chose du type, n'aie pas peur, un truc comme ça, don't be afraid. Comment elle le dit? Je sais plus. Elle a l'air d'avoir peur. Don't look so scared. Don't look so scared. Donc elle griffe, elle crache. Est-ce qu'elle griffe, elle crache parce que ça fait partie d'un acte qui décrit, ou est-ce que parce qu'il y a un certain côté involontaire là-dedans, hein? Donc c'est compliqué au niveau de... Ouais, c'est compliqué. Donc, et surtout que, en fait, il y a un truc qui moi me fait un peu froid dans le dos, c'est quand il dit t'es loin de chez toi. Oui. You're so far from home. Oui. Donc, et ça, je me dis que bon, là, c'est pas drôle, en fait. Donc, on peut se dire, c'est tellement caricatural qu'on peut dire, il joue un peu comme dans Sympathy for the Devil, il joue le diable. Voilà, il est le diable. Est-ce que dans cette chanson, il y a aussi est-ce que c'est nous les vieux hommes blancs qui lui... On n'est pas là pour lui trouver une excuse, mais effectivement, on pourrait l'interpréter aussi comme une espèce de gangster rap, comme une espèce de bonté, ou juste jouer un rôle de méchant. Mais c'est vrai En fait, on porte plus le même regard sur les œuvres, en fait. Soit qu'on regarde, soit qu'on écoute. Mais tant mieux peut-être, je veux dire... Et contextualiser, ouais. Voilà. D'ailleurs, il y a écrit quand même, pour faire plaisir à toi aussi, Heroin de Velvet Underground. Certains disent que l'intro avec cette corde pling, pling, ça fait référence à Heroin. Ouais, j'ai vu que... Après, c'est que ça. Hein. Que Jagger revendique en fait d'avoir été aussi influencé par le Velvet. D'accord, mais c'est que pour cette intro, parce qu'après la chanson, ça prend complètement autre... À propos des Smiths, on avait relevé l'influence des Stones sur le Velvet en 65, tu sais, avec cette chanson qui s'appelait Hitchhike. Oui. Sur la chanson There She Goes Again. There She Goes Again. Et Johnny Marr, il en fait référence plutôt aux Stones. Oui. Que à Velvet Underground, mais tout le monde lui a plutôt référencé Velvet Underground. Ouais, mais les Rolling Stones existent avant le Velvet. Donc c'est une influence du Velvet Underground. Oui. Donc voilà, c'est de bonne guerre qu'ils écoutent ce qui se passe à New York dans ces années-là. Piano, Nicky Hopkins, aussi quelque chose qui va se reproduire plusieurs fois. Hein, et Brian Jones... Au Mélotron qu'on entend souvent, et on l'entend vers le outro. Ouais. Tout quand il y a la transition où il va vers... il y a une espèce de outro de fin chanson, et là on entend peut-être... Mais c'est... En gros, c'est un son en arrière-fond, qui accompagne un accord en arrière-fond. Oui, en fait, je pense que ce jour-là, il était là. Il place un peu quelque chose, il vient faire ses petits... Mets ton doigt sur le ré, sur le do et le sol. Ouais. Et le fa. Et le la. Mais moi, ce qui me... Si je retenais une seule chose de cette chanson, en fait, c'est... Alors, c'est le rire de cette femme au début. Alors, je sais pas si c'est Anita Pallenberg ou...
ou quelqu'un oui, je d'autre. sais pas. Et surtout le rire de Mick Jagger. Oui, Peut-être ça que c'est ça très, arrive grave. très dur. Hein, Ouais, ouais. C'est là où je dis, tu peux le voir comme un rôle aussi. Ouais, Allez, ça commence. Il est terrible. C'est vrai, il y avait Anita Pallenbach qui était aussi dans le studio souvent. C'est la fille que Keith a piqué à Brian Jones aussi, en quelque sorte. Hein. Eh oui. Ça n'a pas aidé à la relation générale entre les Stones. Quelquefois, si je peux faire une critique à cette chanson que j'adore, je le dis, je le redis, il y a tout à la fin, parce que je dis, c'est une époque où Keith a pris de plus en plus de dessus avec la guitare. Il y a un peu trop de overdub de guitare à un certain moment. Je crois que la chanson, elle fonctionne très très bien avec le rythme général. A pas forcément besoin de ces licks qui met à la fin, il met plein de, il recycle un lick qui recycle jusqu'à aujourd'hui. C'est sur le même album Sympathy for the Devil. Et il le fait aussi dans cette chanson. Je vois celui-là. Ouais. Et il le fait jusqu'à aujourd'hui, d'accord, d'ailleurs aussi sur scène. Donc ça c'est un peu le overflow de ce lick-là. Mais à part ça, c'est une chanson super cool et presque parfaite, quasi parfaite. Hein. Oui, c'est vraiment... Et en fait, on n'a pas parlé en fait du nom Rolling Stones. Parce que ça vient de Brian Jones. Ah oui. Ouais. Et... Enfin, l'idée d'appeler le groupe Rolling Stones, c'est basé sur une chanson de Muddy Waters. Oui, non? ouais. Et c'est vrai que c'est assez... Je crois au début, ça s'appelait Little Boy Blue ou un truc comme ça, tout avant. Et après, ça remonte à des choses beaucoup plus anciennes, en fait, je pense. À des proverbes qui existent en Angleterre. A Rolling Stone Gavin Amos, c'est-à-dire Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ah bon? Ouais. Pour moi, Rolling Stone, c'est quelqu'un qui n'a pas de... Comme quelqu'un qui n'a pas d'attache. Qui n'a pas d'attache, qui voyage. C'est comme dans la chanson Papa was a Rolling Stone. Oui. Tu sais, quelqu'un qui n'était jamais là, qui était toujours en route. Et puis Like a Rolling Stone. Oui. Qui est pas faite en référence à ces Rolling Stones, mais à des personnages comme ça, de vagabonds. Oui. De vagabonds, c'est ça. En errance comme ça. Et je pense qu'il y a une racine en fait encore plus profonde par rapport aux Afro-Américains qui doit être liée à l'esclavage en fait. Cette histoire de pierre qui roule, une histoire peut-être de pierre sacrée en fait qu'ils auraient pu en fait amener d'Afrique jusqu'aux États-Unis. Alors tu étais allé profondément dans les recherches, ça, je sais que Rolling Stone c'est une sorte de vagabond. Je pense que j'aurais voulu faire une thèse sur les Rolling Stones. Papa was a Rolling Stone, wherever he laid his head was his home. Où il mettait son chapeau, c'était sa maison. And when he died, all he left us was alone. Et quand il est mort, tout ce qu'il nous a laissé, c'était seul. Ouais. Qui c'était d'ailleurs? Qui a chanté ça? C'est Temptations? Non. Je sais plus. Oui. Je sais que Was Not Was a fait une reprise dans les années 90, mais... Bref. Je sais plus qui a chanté Papa was a Rolling Stone en original. Temptations? Ouais. Tu veux le googler, toi, hein? Ça te pique dans les doigts. Pendant que tu fais la traduction et la conclusion. Mais donc on arrive Un des meilleurs morceaux des Stones quand même aussi, Stray Cat Blues, hein? Vraiment. On arrive à la conclusion du coup. Donc allez, va au bout. Papa was a Rolling Stone. Je dirais Temptations, mais je crois que je me trompe largement. Ouais, c'est bien ça. C'est les Temptations. Ouais. Oui. Comme quoi, je peux avoir raison. Est-ce que c'est le moment d'arriver à la conclusion, Maxime? Oui. Arrivons à la conclusion. On choisit nos chansons? Voilà, je fais peut-être un petit rappel et je relis la liste de nos 5 épisodes qui existent. Donc le principe était Maxime et moi, chacun une pochette pour 5 chansons amenées sur l'île déserte. Donc les premiers 5 épisodes, c'était très simple. Il fallait juste choisir une chanson. Donc de Bruce Springsteen, Maxime amène Dancing in the Dark, moi Tunnel of Love. De
Paul Simon, Maxime, 50 Ways to Leave Your Lover. René and Georgette Magritte with Their Dog After the War pour moi. Smith, Rubber Ring for Maxime. Et There's a Light That Never Goes Out pour moi. You Only Live Twice de notre épisode sur les génériques de Bond de Maxime et A View to a Kill pour moi. Et Aretha Franklin, Dark End of the Streets pour Daniel et Maxime. Je marquais. Je me trompe? Oui. Je me trompe? Faut que Non, je non, revoie non. ça. Non, c'est On ça. a dit ça. C'est ça. Alors, est-ce que toi, tu aurais envie... Moi, je sais que je vais échanger. Je ne sais pas encore quoi. Là, ça devient vraiment compliqué. Je pense que je vais enlever You Only Live Twice. You Only Live Twice. Et je réfléchis à ce que je vais rajouter à la place. Allez, réfléchis un peu déjà. Moi, je crois... Tu sais quoi, ta stratégie me plaît. Pour rester dans le contexte strictement musical, j'enlève l'épisode spécial sur le film. Même si j'adore A View to... C'est difficile. J'ai pas envie de jeter Paul Simon serait la plus évidente parce que c'est là que je... C'est les Rolling Stones quand même. Tu l'as dit. Non mais il faut. Il est impossible de ne pas mettre les Stones. Allez, déjà, parce qu'après il faut qu'elle rentre aussi dans le thème de... Je jette There's a Light That Never Goes Out et je mets Play with Fire. Ah oui. Oui. Ok. Alors, comme tu mets Play with Fire, moi je choisis 2000 Light Years from Home. 2000, ça aurait peut-être dû être mon... Eh oui. Mais j'aurais pu mettre tout. Donc je prends Play with Fire où j'ai pris un vrai plaisir de l'écouter aussi là, les derniers jours. Donc, dans notre pochette, maintenant, Dancing in the Dark, 50 Ways, Rubber Ring, Dark End of the Street, 2000 Light Years pour toi, Tunnel of Love, René, Georgette Magritte, A View to a Kill reste, Dark End of the Street, Play with Fire. Voilà. On a terminé notre épisode numéro 1 sur les Stones. On va pas faire tout de suite les Stones derrière, on va faire d'autres choses. Et à un certain moment, on va se concentrer sur les Stones de Mick Taylor, dans l'avenir proche ou moins proche. Ouais. Donc on vous laisse là-dessus. On vous laisse là-dessus. On vous souhaite bonne nuit, bonne journée. J'espère que vous avez fait la vaisselle. Oui. Ou fait la vidange de la voiture. Ou la clôture du jardin. Merci Maxime. Bonsoir Daniel. Et à bientôt. Maxime, à bientôt et merci. Ciao, ciao. Ciao. Thank you.